Donc, comment on va assurer la CEM, c'est-à-dire quelles sont les règles de l'art à respecter dans une installation électrique, dans un réseau électrique, comment on doit procéder pour assurer les règles de la CEM. Donc, la première règle, c'est la règle d'équipotentialité, c'est-à-dire il faut que tous les masses soient équipotentielles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire il faut que... Pardon. Il faut que, à partir de la première masse, une deuxième masse, il faut que l'impédance de la liaison entre les deux masses-là, il faut que cette impédance-là soit la plus faible possible. La plus faible possible, voire nulle. Comment on va assurer ça? Donc, tout d'abord, essayez d'utiliser ce qu'on appelle un maillage. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser un câble qui va relier une masse avec une autre, on va utiliser un maillage métallique. Okay? C'est-à-dire, comme ça, les différentes masses ont des points de raccordement différents, mais sur un maillage qui représente généralement une résistance qui est vraiment très faible. Donc, ce maillage-là, donc selon la norme CE 364, laissez de 3 à 5 mètres entre chaque deux rails, okay, et de 3 à 5 mètres, même chose là. Pour réaliser l'équipotentialité entre les différentes masses. Comme ça, vous avez toujours des points de raccordement des différentes masses sur le différent, ou bien sur l'espace, la totalité de l'espace de votre industrie, sans avoir une impédance équivalente qui est vraiment très grande et qui peut engendrer des problèmes de couplage par impédance commune. 2. Donc, pour les parties amovibles, essayez de minimiser la résistance de connexion entre les différentes parties amovibles. Par exemple, pour les portes. Là, vous avez un placard et là, vous avez les deux portes de ce placard-là. Pour les deux portes-là, pour la porte avec la masse, essayez d'utiliser des tresses ou bien des barreaux, okay, des tresses qui ont une section très grande. Voilà. Cette section-là, elle est un peu très grande par rapport à celle-là. Donc, comme ça, vous allez bien sûr minimiser cette impédance-là qui est liée ce point amovible-là avec ce point fixe. Et bien sûr, dans ce cas-là, ce qu'on appelle les fils en queue de couchant. Donc, le queue de couchant, ce sont des fils électriques conducteurs qui permettent de relier le placard, par exemple, avec les portes amovibles. Donc, cette solution-là, parfois, elle est utilisée. C'est-à-dire, on utilise des conducteurs pour relier la porte avec le placard. Là, c'est à éviter. Donc, la solution la plus recommandée dans ce cas-là, c'est utiliser des tresses. Des tresses pour relier les portes amovibles avec le placard. Évitez bien sûr les conducteurs ou bien des câbles. Donc, toujours en ce qui concerne l'équipotentialité, toujours la norme CE 364, pour relier ce qu'on appelle les chemins de câble. Donc là, vous avez un chemin de câble avec un autre chemin de câble. Donc, évitez de connecter un chemin de câble avec un autre chemin de câble par des conducteurs. Cette liaison-là, c'est à éviter. Mais essayez d'étendre ce chemin de câble-là pour réaliser une liaison fer à fer en utilisant des vis. Comme ça, vous allez minimiser l'ouverture entre un chemin et un autre chemin, et comme ça, vous allez éliminer les rayonnements électromagnétiques qui sont dus aux différents câbles qui parcourent ce chemin de câble-là. Là, si vous avez un câble qui parcourt ce chemin-là, cette ouverture-là, c'est une issue pour engendrer les différents rayonnements électromagnétiques perturbateurs. Donc, si vous avez à relier deux parties métalliques ou bien deux masses métalliques, dont l'une est reliée à la Terre, donc, utilisez soit des tresses, soit des barres métalliques. Mais avant de relier ces différents éléments-là, essayez d'éliminer, ou bien ce qu'on appelle la peinture. Il faut s'assurer que cette tresse-là, elle est bel et bien connectée à cette masse-là, et de ce côté-là aussi, elle est bel et bien reliée à cette partie-là. Donc, évitez bien sûr, dans ce cas-là, des câbles pour relier
les masses à un point de raccordement de masse. Et bien sûr, éviter de relier ce point de raccordement de masse, même s'il y a de la peinture. Donc, essayez d'éviter tout d'abord la peinture avant de réaliser les différentes liaisons. Donc là, c'est l'une des règles de l'art utilisées pour réaliser ce qu'on appelle le chaînage des masses. Donc, pour le branchement de l'alimentation. Donc, essayez de réaliser un branchement de matériel perturbateur avec un matériel sensible sur le même départ. Donc là, vous avez un transformateur sur le même départ là, donc sur ce jeu de barre-là. Vous avez un matériel perturbateur, ok, un matériel perturbateur. Et là, vous avez un matériel qui est vraiment très sensible, très vulnérable. Donc, dans ce cas-là, vous allez condamner ce matériel-là à être un dysfonctionnement. Il sera à la merci, bien sûr, de fonctionnement de ce matériel qui est perturbateur. L'idéal, c'est de mettre le matériel sensible dans un transformateur séparé du matériel perturbateur et le matériel perturbateur sur un autre transformateur, un autre jeu de barre. Mais au minimum, si vous n'avez pas cette possibilité-là, au minimum, c'est les deux départs, un départ pour le matériel perturbateur et un autre départ pour le matériel sensible. C'est le minimum. Hein. Donc, mais à éviter, c'est de connecter les deux sur le même départ. Pour la réalisation des placards d'alimentation, donc pour les armoires, oui monsieur. بالنسبه لشي اكزومبل مثلا هاد لي شارج بيرتيرباتور غير Les charges perturbatrices, pas les variateurs de vitesse. Pas les variateurs de يعني vitesse. Ce sont des charges perturbatrices. Oui. OK. زعما Donc, ce sont des charges. Oui. Monsieur, فارياتور دو فيتاس Oui, monsieur. القضيه ديال فارياتور دو فيتاس ديجا عارفين ولكن ما كاينش شي من غير لي فارياتور دو فيتاس نورمالمون حيت هما فيهم زعما لي كومبوزونط نون لينيير ما كاينش شي حاجه اخرى من غير هذه شوف كاين عطا الله سميتو لي تيب فليوريسون لي تيب فليو يكونسومي واحد لو كولون داير بحال هكا Ok, donc c'est plus un courant sinusoïdal. Bien sûr, les tubes fluo avec un ballast non électronique. Hein. Avec un ballast électronique, il y a de la compensation à l'intérieur. Donc, dans ce cas-là, en fait, là, il faut prévoir un départ qui est particulier pour ces lampes-là. Les lampes à décharge aussi, ça va un courant qui est un peu bizarre. Ok, donc ce sont des charges perturbateurs. Les fours à l'arc. Ok, les fours à l'arc. Les fours à induction aussi. Donc, on remarque parfois la saturation de l'inductance, ce qui créera trop d'harmoniques dans le courant. OK? Et bien sûr d'autres. Hein? Très bien. Donc, pour les armoires. Oui, monsieur. Monsieur, l'exemple des variateurs de vitesse, si par exemple dans une installation, il y a les variateurs de vitesse كاملين خاص نجمعوهم في une départ. Donc, les charges sensibles ou les charges non sensibles. Il y a un moteur asynchrone avec un démarrage direct, ce n'est pas une charge sensible. On va dire un variateur de vitesse. C'est clair? Voilà, monsieur. C'est clair, monsieur. ولكن une charge sensible, il y a un départ ديالها بوحدها. عندي مثلا un matériel électronique de mesure, par exemple, fait des capteurs, fait des c'est un matériel sensible. OK? فهاد الحالة خصك دير ليه ديبار ديالو بوحدو. C'est OK, monsieur? Oui, monsieur, merci. Ben non. Très bien. Donc, pour les armoires. Donc, pour les armoires, là, vous avez par exemple votre armoire électrique. Dans cette armoire-là, vous avez des actionneurs. OK, et des capteurs, des sons de détecteurs. Là, vous avez ce qu'on appelle le réseau électrique. Là, vous avez votre alimentation de puissance. Vous pouvez remarquer là une séparation entre la partie puissance et la partie bas niveau, faible signal. Une partie faible signal, vous avez dans le même placard, voilà, dans le même armoire, vous avez une partie faible signal,
et vous avez une partie forte signaux. Partie puissance. Donc, cette partie-là, vous avez en fait les différentes machines, variateurs, contacteurs de commandes et ainsi de suite pour votre matériel, okay, qui commande votre matériel. Mais là, vous avez du matériel sensible. Vous avez des automates programmables, des capteurs, des petits actionneurs et ainsi de suite à mettre dans cette plaque-là, dans cette armoire-là. Remarquez bien que entre cette partie de l'armoire et cette partie-là de l'armoire, vous avez ce qu'on appelle une tôle de séparation. Une tôle de séparation. Cette tôle-là, il doit être du haut en bas, il va couvrir toute la partie séparant les deux parties puissantes et parties commandes. C'est-à-dire là, vous avez votre armoire. Si j'essaie de le tracer en 3D. OK. Voilà la tôle de séparation. Il doit couvrir toute cette partie-là. Voilà la tôle de séparation. Quel est l'intérêt de cette tôle de séparation-là? Il va isoler de point de vue électromagnétique la partie puissance de la partie commande. Même s'il y a des rayonnements de cette partie-là, ils ne vont pas arriver à cette partie-là pour ne pas perturber le fonctionnement des différents capteurs qui sont du matériel un peu sensible. C'est clair? Donc là, on fait les règles 3 pour la réalisation des armoires. Donc pour les câbles. Matériaux, la tôle de séparation. Les armoires, ceux qui vendent les armoires, ils vont aussi. C'est le fer galvanisé. Le fer galvanisé. Qu'est-ce qu'on a dit? Une couleur. Pardon. Galvanisé. Qu'est-ce qu'on a dit? Une couleur proche de l'or, du jaune. OK? Donc, c'est du fer qui ne s'oxyde pas. C'est ça. En fait, c'est ça les tôles de séparation. Donc, pour les câbles. Donc, pour les câbles, on définit généralement dans les normes quatre classes de câbles. Il y a ce qu'on appelle la classe sensible, la classe peu perturbateur et la classe perturbatrice. Donc, en fait, là, la sensibilité, c'est-à-dire le taux de vulnérabilité, si vous voulez. Là, vous avez un très grand taux de vulnérabilité. Là, faible taux de vulnérabilité, la faible perturbation et la forte perturbation. Donc là, on va vous donner des normes de mise en adjacence de ces différentes classes de câbles. Donc, vous avez un câble qui permet, par exemple, de transporter un signal de mesure. Par exemple, un câble ASI. Un câble ASI, c'est un câble qui est destiné à transporter un signal de mesure d'un capteur vers un automate, par exemple. Et bien sûr, un câble permettant de transporter le courant électrique vers un moteur pour un démarrage direct, par exemple. Donc là, vous avez un câble qui est perturbateur. C'est clair? Donc, un câble perturbateur vis-à-vis un câble qui est sensible. Donc, là, vous avez un exemple de ce type de câble-là pour chaque classe, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Par exemple, pour la classe 3, c'est la classe peu perturbateur. C'est les circuits de contrôle, commande, de charge inductive, relayage, contacteur, bobine, onduleur avec protection adaptée, alimentation alternative propre, alimentation principale connectée à des appareils de puissance et ainsi de suite. Donc, pour les câbles trop perturbateurs, par exemple les machines à souder, les circuits de puissance en général, c'est-à-dire machines électriques et ainsi de suite, variateurs électroniques, alimentation à découpage. Ce sont des circuits qui sont vraiment très, très perturbateurs. Donc là, vous avez les différentes classes de câbles. Donc, pour ces différentes classes de câbles, donc pour chaque classe, vous avez soit il est conseillé ou bien déconseillé de l'utiliser. Donc, par exemple, pour la classe 1, c'est une classe sensible. Donc, dans ce cas-là, si vous avez à utiliser en unifilaire, c'est-à-dire chaque conducteur seul, c'est à éviter. Là, c'est à éviter. Donc, je vais prendre une autre couleur. Donc, jamais vous pouvez l'utiliser
en unifilaire. Pourquoi? Car il s'agit d'un câble qui est vraiment très sensible. Donc, vous ne pouvez l'utiliser qu'en bifilaire. Mais je peux l'utiliser en paire torsadée. Pourquoi paire torsadée? Car c'est protégé contre la diaphonie inductive. Blindé, oui, c'est conseillé. Conseillé qu'il soit un câble blindé, c'est-à-dire en paire torsadée et blindé aussi. Blindé et tressé, c'est conseillé, mais c'est cher. C'est pourquoi qu'il est non conseillé dans ce cas-là. Pour les câbles peu sensibles, qui ne sont pas vraiment très sensibles, même chose là, je peux l'utiliser en unifilaire, en paire torsadée blindée, mais blindé avec des tresses ou le blindé mix écran et tresse, c'est déconseillé. Pourquoi? Car c'est cher. Pour les câbles peu perturbateurs, même chose. Et pour les câbles perturbateurs, c'est-à-dire les câbles avec une très grande perturbation, là, on exige l'utilisation du blindage avec des tresses et avec des ailes de blindage. Là, une remarque qui est vraiment très intéressante. Généralement, les câbles de puissance pour alimenter les machines et pour alimenter les variateurs, ils sont généralement dotés de cet écran de protection. Là, vous avez par exemple votre câble. Là, c'est une coupe verticale, si vous voulez, de votre câble. Vous avez le phase 1, par exemple, phase 2, phase 3, par exemple. Généralement, vous aurez là ce qu'on appelle un écran, l'écran de câble. C'est un écran métallique qui va couvrir la totalité de ce câble-là. L'intérêt de cet écran-là, parfois, on trouve cet écran métallique-là en acier et on trouve juste en dessus une petite tresse en aluminium. Mais parfois les deux, parfois une seule. Au minimum, vous avez ce qu'on appelle un écran de câble là, métallique en acier. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que cet écran-là, il doit être obligatoirement relié à la terre, des deux côtés. Parfois, les techniciens, ils oublient la liaison de ce câble-là. Donc, est-ce que l'oubli de la connexion de cet écran de protection de ce câble-là va créer un problème au niveau de la machine alimentée? Non. Mais il va créer des perturbations au niveau du matériel sensible. C'est là où vient l'intérêt de connecter ce bout de câble-là des deux côtés vers la terre. Donc, c'est intéressant. Donc, toujours pour les câbles. Donc, pour les câbles de classe 1, donc vous pouvez remarquer là, donc, les câbles à signaux sensibles. Donc, des deux côtés, je dois relier la tresse de ce câble-là, des deux côtés, au niveau de la liaison à la terre. Ils doivent être reliés à la terre, bien sûr, après avoir enlevé la peinture. Donc, même chose là. C'est-à-dire, ils doivent être reliés à la masse qui est reliée à la terre. Okay? Donc, voilà, ça c'est pour le câble de classe 1. Pour les câbles de classe 2, ce sont peu sensibles. Donc, pour ces câbles-là, ils disposent d'un conducteur de terre à l'intérieur. Ce câble-là, il doit être relié des deux côtés à la masse. Okay? Là, vous avez par exemple un câble qui est torsadé à l'intérieur, qui transporte l'information. Mais des deux côtés, le câble qui représente la prise de terre, il doit être relié des masses sur les masses des deux côtés. Donc, c'est ça ce qu'on a dit dans le cours. Donc, classe 3, c'est pour les câbles à signaux peu perturbateurs. Donc, même chose là, je dois réaliser une liaison des deux côtés des tresses sur les masses après avoir, bien sûr, enlevé la peinture. Et pour les câbles de signaux trop perturbateurs, il faut ajouter une protection supplémentaire. Donc, relier des deux côtés le câble sur des masses métalliques et bien sûr ajouter une protection supplémentaire afin d'assurer que votre câble ne rayonne pas. Donc, c'est une protection supplémentaire de votre câble de classe 4. Donc, sur le même lot de câbles, ils ne peuvent cohabiter des câbles de classe 1 et des câbles de classe 3. Même chose, ils ne peuvent cohabiter des câbles de classe 2 et des câbles de classe 4. Jamais. Mais les câbles
de classe 2 et les câbles de classe 4, ils peuvent être séparés dans des conducteurs à part. Donc, ne jamais faire cohabiter les signaux de classe sensible 1, 2 et perturbateurs 3 et 4 dans un même câble ou tronçon de câble. Donc, il faut réduire au maximum la longueur de cheminement parallèle des câbles véhiculant des signaux de classe différentes, sensibles 1, 2 ou bien perturbateurs 3 et 4, limiter au maximum la longueur des câbles. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. C'est-à-dire, si vous avez une longueur de plus dans votre câble, essayez de le couper afin de minimiser cette distance-là pour ne pas avoir trop de perturbations. Par exemple, une des erreurs sur le chemin de câble, vous aurez ça. Vous avez un câble de là à là, vous pouvez avoir cette forme-là, comme vous pouvez avoir cette forme-là. Donc, en fait, cette deuxième représentation-là, c'est déconseillé. Pourquoi c'est déconseillé? Car vous avez une très grande longueur du câble, okay, qui va engendrer trop de perturbations au niveau des câbles au voisinage qui peuvent être des câbles sensibles. Il faut limiter au maximum la longueur des câbles, surtout si vous avez des câbles de classe 1 et 2 ici. Si vous avez des classes 1 et 2 là, il faut limiter au maximum la longueur de ce câble-là de type 3 et 4. Toujours pour les règles de câblage. Donc là, en fait, les distances à respecter entre les différentes classes de câbles. Donc pour une classe 1 et une classe 2, respectez au minimum une distance de 5 cm. Pour un classe 2 et un classe 3, respectez une distance de 10 à 20 cm entre deux câbles de ce type-là. Pour un câble de classe 3 et de classe 4, respectez une distance de 10 à 20 cm. Donc, ça va de soi. Par exemple, si vous avez un câble de classe 1 et un câble de classe 4, il faut respecter la somme de ces 4 ou bien de ces 3 distances. Donc, dans ce cas-là, c'est 5 plus 10 plus 10, c'est-à-dire au minimum, c'est-à-dire de là à là, par exemple. Si vous avez un câble, c'est entre 25 et 40 et 45 cm. OK? Donc, comment choisir entre 25 et 45 cm selon la degré de sensibilité qui existe entre ces différentes câbles. Là, vous avez une mesure normative à prendre en considération. Oui, monsieur. بالنسبه لهاد لي ريغل هادو حتى مثلا باغ اكزومبل عندك انت خدام بلي شومان د كابل il faut respecter ces règles là. Il faut respecter, oui, exactement. Il faut respecter ces règles-là. Donc, si vous ne respectez pas ces règles-là, vous aurez des problèmes, vous aurez des dysfonctionnements qui sont dus à la CEM et parfois, ils ne sont même pas détectables. C'est-à-dire, vous aurez des problèmes que vous ne savez pas d'où viennent ces différents problèmes. Car généralement, en pratique, c'est la dernière chose qu'on vérifie, c'est le câble qui se trouve sur le chemin de câble. Malheureusement. Donc, c'est pourquoi qu'il faut le prendre en considération dès la mise au point. C'est-à-dire, il a un câble faible signaux, ou déjà un chemin de câble qui porte tous les câbles de puissance. Et il m'a séparé le chemin de câble, le chemin de l'ombre. Vous pouvez faire ça. OK? Très bien. Donc, toujours pour les règles de câblage, si vous avez à réaliser la connexion de deux matériels, matériel A avec une masse et matériel B avec une masse. Bien sûr, ces deux matériels-là, ils sont reliés au maillage terrestre. OK? Donc là, le premier matériel, là, c'est le deuxième matériel. Mais le problème que vous avez là, c'est quoi? C'est qu'il faut minimiser ce qu'on appelle la boucle. Donc, cette boucle-là, si vous connectez le câble à ce point-là, câble d'aller-retour, dans ce cas-là, la surface qui est due au mode commun, elle est vraiment très grande. C'est cette surface-là. Donc, vous aurez un courant de mode commun qui est très grand, qui circule entre le matériel 1 et le matériel 2, dû à un couplage inductif. Couplage inductif. Donc, généralement, pour minimiser ce couplage inductif dû au mode commun, dans ce cas-là, on doit minimiser cette surface-là. Comment on va minimiser cette surface-là? Au lieu de connecter ces deux matériels-là à ce point-là, je vais les connecter de l'autre point, ici. OK? Voilà, donc le câble, au lieu qu'il circule
à ce point-là, il va circuler à ce point-là. Comme ça, je minimise cette surface qui engendre un courant de défaut du mode commun. Okay? Donc, même chose si vous avez trop de matériel à interconnecter. Donc, vous avez un armoire 1 avec un armoire 2, avec un appareil 3. Okay? Donc, 3 matériels, par exemple, interconnectés. Si vous réalisez des liaisons directes comme ça, okay? Des liaisons directes comme ça, qu'est-ce que vous aurez là? Vous aurez ce qu'on appelle des surfaces qui engendrent des courants de défaut du mode commun. Okay? Donc, voilà, vous avez cette surface-là, cette surface-là, cette surface-là. Généralement, il faut minimiser ces surfaces-là. Comment on va le faire? Généralement, il faut suivre des chemins particuliers pour les câbles. C'est-à-dire, au lieu de réaliser une connexion comme ça, on va gagner au niveau de la longueur du câble, mais on va perdre au niveau de la qualité, au niveau de la CEL. Donc, c'est pourquoi, généralement, on préfère de ne pas utiliser cette liaison-là, mais utiliser celle-là. Même chose là. Au lieu d'utiliser ça comme ça, on préfère utiliser ça. Comme ça, la surface entre les différents câbles, elle est minimale. Et bien sûr, cette surface-là, elle va engendrer un faible courant de mode commun qui va être un courant tolérable. Clair? Ça, c'est la 5e recommandation pour réaliser l'interconnexion de matériel. Même chose, toujours pour les règles de câblage, toujours si vous avez des allers-retours sur des capteurs, là, vous avez des capteurs. OK? Là, vous avez des capteurs, capteur 1, capteur 2, capteur 3. Si vous avez plusieurs capteurs à interconnecter avec votre machine, votre automate par exemple, dans ce cas-là, évitez d'utiliser des câbles d'aller-retour différents. C'est-à-dire, essayez d'utiliser un seul câble torsadé, par exemple, avec un câble torsadé, un autre câble torsadé, un autre câble torsadé, donc on aura le même chemin. Comme ça, vous allez minimiser cette surface-là. Si vous aurez cette surface-là, toujours vous aurez ce problème de couplage inductif ou bien de couplage capacitif. Il faut l'éviter au maximum. Donc, pour le raccordement du blindage, donc ça c'est déjà dit précédemment, mais là quelques précisions qu'on doit les ajouter. Donc, si vous avez un câble de très grande longueur, donc vous pouvez le connecter à la masse à chaque fois que vous dépassez les 10 mètres. Donc, chaque 10 jusqu'à 15 mètres, essayez de réaliser une deuxième connexion à la masse métallique. OK? Ça, c'est la recommandation. Donc, là, vous avez 10 jusqu'à 15 mètres. Si votre câble il est de 5 mètres, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Donc, vous allez le connecter des deux côtés. Mais si votre câble, là, il coûte, par exemple, 1 km, dans ce cas-là, il faut, chaque 10 jusqu'à 15 mètres, réaliser une liaison à la masse de votre écran de câble. Évitez les coups de couchant. Donc, évitez, si vous avez un câble non utilisé, un câble, un conducteur de terre non utilisé. Dans ce cas-là, essayez de le relier à la masse. Essayez de le relier avec une vis à la masse. Bien sûr, après avoir enlevé la peinture. Mais ne laissez jamais un câble comme ça, car c'est une antenne qui va intercepter des perturbations qui peuvent être nuisibles pour le fonctionnement de votre matériel. Même chose. Donc, si vous avez à croiser des câbles, surtout si vous avez des câbles de classes différentes, donc classe 2 avec classe 3 et classe 4. Si vous avez à croiser ces différents câbles-là, évitez de réaliser un croisement avec un angle non droit. Là, vous avez un angle qui est différent de pi sur 2. Mais essayez plutôt d'utiliser un angle de pi sur 2. Vous vous souvenez très bien de cet angle de pi sur 2. On a vu que pour éviter ce qu'on appelle le couplage inductif entre ce câble de classe 2 qui existe là et ce câble de classe 4 ou bien de classe 3 qui existe là. Donc, pour éviter ce couplage inductif, j'utilise un croisement vertical avec un angle droit de 90 degrés. Comme ça, je vais minimiser l'effet de diaphonie inductif sur ce câble-là. Donc, si vous avez à relier des armoires ou des masses avec ce qu'on appelle des chemins de câble. Donc, les chemins de câble, donc si vous avez à relier deux armoires, par exemple, des deux côtés par un chemin de câble, assurez-vous que le chemin de câble il est bel et bien en contact avec votre armoire. C'est-à-dire, s'il y a de la peinture, il faut l'enlever des deux côtés avant de le relier. Okay? Relier avec des vis avec une fixation trop serrée, pour s'assurer que le contact électrique se fait bien entre votre placard
ou bien votre armoire, et le chemin de câble que vous avez, ce chemin de câble. OK? Donc là, vous avez deux armoires que vous allez interconnecter par un chemin de câble. Donc, surtout pour les câbles de classe 2 et 3, évitez les goulottes en plastique. Les goulottes en plastique, car ce sont des goulottes, ce sont des circuits qui diffusent bien les perturbations électromagnétiques ou bien les rayonnements. Donc, ce sont des câbles qui sont trop perturbateurs, donc ils sont inefficaces vis-à-vis l'étouffement de ces perturbations-là. Donc, on évite généralement d'utiliser ce qu'on appelle les goulottes plastiques. Les goulottes plastiques, ils sont conseillés pour les câbles de classe 1 ou bien carrément de classe 2 et qui sont déjà protégés. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser un câble UTP, par exemple, câble réseau, dans des goulottes en plastique, pas de problème. Car c'est un câble qui est blindé, torsadé, et bien sûr, c'est un câble qui n'est pas perturbateur et ne génère pas de perturbation, mais c'est un câble vulnérable quand même. Donc, vous pouvez le mettre dans des goulottes plastiques. Mais plutôt essayer d'utiliser ce qu'on appelle des goulottes métalliques ou bien des chemins de câble métalliques. Là, vous avez une bonne isolation électromagnétique de votre câble. Donc, si le câble est de classe, là, c'est classe 2, 3 et 4. Il peut être utilisé, c'est possible dans le classe 1 et 2. Mais il est déconseillé dans 3 et 4. 3 et 4 déconseillés. Donc, si vous avez à utiliser votre conducteur de classe 1 et 2 qui sont très sensibles ou bien peu sensibles dans une goulotte métallique. Okay? Donc, dans ce cas-là, il est préférable de mettre votre câble là, dans cette partie-là. Car ce sont les parties les plus immunes des différentes radiations électromagnétiques. Donc, il est préférable de le mettre sur les bords, au lieu de le mettre là. Là, c'est à éviter. Pourquoi? Car c'est une zone qui est soumise à des radiations électromagnétiques, donc qui est généralement vulnérable. Voilà, c'est tout. Il reste juste un point, on a déjà parlé avant, c'est les filtres Airseal. Ce sont des filtres que vous pouvez les mettre à l'intérieur ou bien à l'entrée d'alimentation de votre circuit. Donc, c'est-à-dire, vous avez votre circuit, votre carte électronique à alimenter, vous avez votre alimentation. Donc là, vous avez phase et neutre et là, vous avez votre masse. C'est-à-dire, au lieu de connecter votre phase et neutre là directement sur le réseau, il est préférable d'utiliser ce qu'on appelle un filtre Airseal, ce filtre-là. Ce filtre-là, il sert à quoi? Donc, comme j'ai déjà expliqué, il s'agit d'un filtre passe-bas. Donc, je relie ce point-là ici, je relie ce point-là ici. Et bien sûr, je vais alimenter, je vais brancher mon secteur-là. Donc, quel est l'intérêt de ce filtre-là? Donc, ce sont des petits filtres, okay, qui se vendent. Vous pouvez les acheter carrément, donc encastrés dans des petits boîtiers. Donc là, c'est un petit or, celui-là, avec deux petites bobines. Okay, c'est un filtre passe-bas. Filtre passe-bas dans ce côté-là. C'est un filtre passe-bas dans l'autre côté aussi. Donc, c'est un simple filtre qui permet d'éliminer en fait l'effet de la perturbation conduite, si vous voulez, entre la source, entre le réseau électrique et bien sûr votre matériel qui est sensible. Matériel sensible. Donc, vous pouvez remarquer qu'il y a, bien sûr, par exemple, si vous n'avez pas ce filtre Airseal-là, qu'il y a de la propagation des impulsions. S'il y a des impulsions là, par exemple, si vous avez une lampe à décharge ici, qui est très proche de là, par exemple, là, vous avez une lampe à décharge, il génère des impulsions de courant. Ces impulsions-là, elles seront bel et bien propagées vers votre matériel. Mais si vous utilisez un filtre Airseal, ces impulsions-là, elles seront étouffées par ce filtre qui va les consommer. Okay? Donc ça, c'est le filtre Airseal. Merci. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions?
نسيو هادشي كما كان ريجيم دو نوتر نورمالمون هاد لي ريغل Oui, quels que soient les régimes de neutre. Ces règles-là, ce sont des règles générales, indépendamment du régime de neutre. Donc déjà là, on a parlé des câbles à faible, des charges à faible puissance et des charges à grande puissance. C'est pourquoi généralement ce sont des règles usuelles qu'il faut les respecter. Je vois que l'image de le filtre IRSIL, je te pour le voir. De toute façon, ce filtre IRSIL-là, vous allez le trouver si vous essayez d'ouvrir une alimentation à découpage, vous allez le trouver à l'entrée de cette alimentation-là, ce filtre IRSIL. Là, donc, il s'agit d'une tore des deux côtés avec un bobinage et deux capacités. Voilà. C'est le filtre IRSIL. Ouais. OK. Le filtre dit antiparasite. Ça, il s'agit d'un filtre IRSIL. Donc, voilà la masse et voilà les deux phases. De l'autre côté, vous avez la même chose. Donc là, il s'agit d'un filtre IRSIL. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc, on arrête le cours là. Donc, je vous remercie. Je vais vous envoyer tout à l'heure là les diapos de cours. Je vais vous envoyer le travail à faire. Essayez de bien respecter les deadlines qu'on a fixés ensemble. Donc, déjà pour le premier travail, c'est-à-dire le filtrage ou bien l'absorption sinusoïdale, c'est le lundi. Et pour le deuxième travail que je vous ai envoyé, que je vais vous envoyer, c'est le vendredi prochain. Ce n'est pas ce vendredi-là, mais le vendredi d'après. C'est-à-dire le vendredi, comme j'ai dit là, 8. OK? Donc, on aura deux deadlines qu'on va fixer là. Le premier, c'est le 4-1 et le deuxième, c'est 8-1. C'est OK? Très bien. D'accord, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah.